Je suis d'humeur dansante ce matin, amis téléspectateurs. Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous matinal sur RTI 1. Toute l'équipe par ma voix vous souhaite bien le bonjour en espérant que vous avez passé une excellente nuit. Et puis, si la journée a commencé de façon un peu compliquée, avec moins d'énergie, rassurez-vous, on fera tout pour que cette journée soit belle sur les antennes du groupe RTI. Allez, on commence à s'intéresser à la météo. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'on doit sortir avec son parapluie ou pas? On aura la réponse, amis téléspectateurs, dans quelques instants, en restant connectés à la météo. À tout de suite! Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver. Les régions du sud seront généralement nuageux tout le matin et par la suite, les rayons du soleil apparaîtront progressivement. Les autres régions du pays seront partiellement nuageuses. Les températures prévues pour cette matinée seront de 25 degrés dans la ville d'Abangourou, 24 degrés à Abidjan, 23 degrés dans les villes d'Adiaké, Bondoukou, Boaké et Bouna, 24 degrés à Boundiali, Taloa et Dimokro, 23 degrés à Gagnoa, 24 degrés à Kiglo, 23 degrés à Kong, 25 degrés à Korogo, 23 degrés à Mans, 22 degrés à Odjene, 23 degrés à San Pedro, 22 degrés à Sassandra, 25 degrés à Séguéla, 24 degrés à Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 degrés dans les villes de Tiasalé, Touba et Yamoussoukro. L'ensemble du pays sera généralement nuageux, toutefois les régions du sud et de l'ouest seront durant le début ou le milieu d'après-midi intéressées par des passages nuageux accompagnés de pluie et d'orage. Par la suite, le temps sera partiellement nuageux. Le reste du pays sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour cet après-midi seront de 35 degrés dans la ville d'Abangourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 37 degrés à Bondoukou, 35 degrés à Boaké, 38 degrés à Bouna, 37 degrés à Boundiali, 36 degrés à Daloa, 38 degrés à Dimokro, 35 degrés à Gagnoa, 36 degrés à Kiglo, 38 degrés à Kong, 37 degrés à Korogo, 36 degrés à Mans, 40 degrés à Odjene, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 35 degrés dans les villes de Séguéla et Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 36 degrés à Touba et enfin 37 degrés à Yamoussoukro. Nous avons été ravis de vous donner ces informations météorologiques. D'ici là, portez-vous bien et soyez toujours sur RTI. Eh bien, on sait tout sur la météo. On va s'intéresser à présent au challenge matinal. C'est vrai que le gagnant de la semaine dernière est connu. Il est bon pour nous de vous rappeler la question à laquelle on souhaite que vous puissiez répondre pour ce nouveau challenge afin de repartir avec de gros lots. Mais on vous dit tout après notre jingle. C'est bon? Vous avez de quoi noter? Tout le monde est prêt? Ben, écoutez, c'est parti. La question, c'était justement de savoir l'ingrédient gastronomique phare du peuple Abron. Et vendredi dernier, le peuple Abron était à l'honneur ici à Matin Bonheur avec Renaud Koubia. Dites-nous quel est l'élément phare de la gastronomie des Brons. Cité dans Matin Bonheur du vendredi 10 mars 2023. Envoyez-nous vos réponses et soyez la première personne à donner la bonne réponse par message via WhatsApp au plus 225 07
48 75 44 76 plus 225 07 48 75 44 76. Et avant, s'il vous plaît, de nous donner votre réponse, précisez vos noms et prénoms. Vous pourrez repartir avec le gros lot du challenge matinal. Nous arrivons à présent à destination matinale et on continue notre balade dans la région des Grands Ponts. Je crois qu'on aura la possibilité d'avoir le jingle. Alors, notre visite se poursuit dans la région des Grands Ponts et aujourd'hui, c'est dans le département de Grand Laou que nous avons décidé de poser nos valises et plus précisément dans le village de Brafédon. On va revenir. Ah, merci à la réalisation. Je vous adore, je vous aime. Merci beaucoup. Je suis pressée de faire destination matinale aujourd'hui parce qu'on est dans la région de Bonfils, un des cadreurs ici à Matin Bonheur, qui nous invite à chaque fois d'arriver chez lui. C'est l'un des chefs du village. C'est pas c'est chef du village, je vais être Dio. En tout cas, quand il y a un souci au village, c'est Bonfils qu'on appelle. Bonfils, on attend l'invitation. Il faut réorganiser tout ça. On va prendre un car pour aller manger du bon poisson au bordure de mer. Alors, Brafédon est une localité du sud-est de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Grand Laou, dans la région des Grands Ponts. Notre belle localité est située à environ 70 km de Grand Laou. Brafédon est un village d'ethnie Avikam. En effet, les Avikam constituent une population de Côte d'Ivoire vivant essentiellement dans la région des Grands Ponts, en bordure du golfe de Guinée, près de la ville de Grand Laou. Ils font partie du groupe des Akans et du sous-groupe des Akans lagunaires. Par ailleurs, notre beau village a une population estimée à plus de 4000 âmes, laquelle population dont les ressources économiques proviennent essentiellement de la pêche et de la production d'huile de palme. À proximité de Brafédon, nous avons de beaux villages qui sont respectivement Tioko, Maké, Méné, Niakassé, Grégibéry, Adiadon, Grogida, Diateke et Amessandon. À toutes ces populations, on fait un gros big up en les remerciant d'être toujours de plus en plus nombreux devant leurs écrans pour suivre Matin Bonheur. Et puis, à vous, amis téléspectateurs, c'est une destination qu'on vous conseille. Il faut bien sûr connaître et visiter la Côte d'Ivoire. On a les plus beaux sites touristiques. Merci de nous rendre visite. Et pour ce numéro de Matin Express, donc, nous sommes au Cameroun où nous retrouvons Cédric Tchakoutio, notre confrère Cédric Tchakoutio. Deux sujets à développer avec vous. Le premier sujet auquel on s'intéresse, c'est celui relatif à des actes d'agression sur les routes, actes qui sèment la panique au sein des populations camerounaises. Qu'en est-il exactement, Cédric, et quelles sont les dispositions prises par le gouvernement camerounais pour endiguer cette situation ? Bonjour Renaud, bonjour à Abidjan. Renaud, ce sont des coupeurs de route, des individus encore non identifiés par le gouvernement camerounais qui, depuis quelques jours déjà, sèment la terreur sur la route Yaoundé-Douala en passant par Edeya. Ces derniers attaquent des véhicules avec des jets de cailloux sur le pare-brise avant enfin de stabiliser les véhicules et dépouiller les passagers. Écoutons ce témoignage d'un intervenant qui a vécu la scène. À l'endroit où nous ont indiqué, on a traversé cet endroit sans incident. Ils ont dû se déplacer. Et effectivement, ils se sont déplacés entre le nouveau péage qu'on est en train de construire et l'entrée de l'Obadjek. C'est là où nous avons reçu une grosse pierre sur la voiture. Nous avons eu la vie sauve parce que nous étions déjà avertis qu'il y avait ce genre d'agression. Parce qu'ils nous disent que dès que vous avez un choc comme ça, là, vous garez, ils sortent vous agresser, vous dépouillent de tout. Peut-être d'autres ont même des machettes. Pour l'heure, à travers donc un communiqué, le ministre des Transports qui rassure la population que la sécurité va désormais régner sur la route Yaoundé-Douala. Le sujet relatif au décès d'un bébé dans un hôpital dans la localité de Nsankamdong, j'espère que je prononce bien, à l'ouest du Cameroun. Avec les larmes aux yeux que je vous passe dans cette information. Quelques jours déjà qu'un bébé du côté de Konsomba a été brûlé à l'hôpital du district même de la ville de Konsomba. Incendie qui a donc vu la perte de ce bébé qui a à peine quelques mois. Écoutons le témoignage de sa famille. Pour le cas de l'enfant, il nous a abandonné avec l'enfant et la mère de l'enfant. Nous avons porté l'enfant, elle a enterré. Même pas de message de condoléances. J'ai entendu des cris. Elle est sortie de sa chambre.
en pleurant. Où est son enfant, où est son enfant? Je ne sais pas comment ça s'est passé. On sort avec l'enfant dans la couveuse, plein de feu. J'ai reconnu ça par le chapeau qu'on a mis sur l'enfant. C'est par là où j'ai reconnu que l'enfant qui était couché est son enfant. Décidé donc dans une couveuse, et pour l'heure, le gouvernement n'a pas encore réagi, mais la compagnie d'électricité qui, elle, à travers un communiqué, tient à passer ses sincères condoléances à la famille. Tout l'espoir qu'on a pour les populations camerounaises, pour que cette psychose née de cette situation disparaisse. Merci à Cédric Tchakoutio, qu'on espère retrouver très bientôt pour d'autres informations sur son Cameroun natal. Naomi, c'est ici qu'on s'arrête. Renaud, en fait, moi, j'ai une question. Oui, dites-moi. C'est quoi le souci? Pourquoi vous avez porté les mêmes couleurs que moi? Il y a un souci. En fait, il y a vous. Ouais, c'est maintenant et puis, il y a Docteur Tanon, Laura. Je ne comprends pas, en fait. C'est quoi le problème? Pourquoi à chaque fois que je décide de porter des couleurs particulières, si ce n'est pas vous, c'est Docteur Tanon, quel est le problème? Bon, on va faire un petit clin d'œil à Billy Billy qui dit qu'on s'est téléphoné peut-être. Tout ça pour dire que l'esprit est un, et c'est uni, c'est ensemble qu'on vous offre le meilleur à Matin Bonheur. Et puis Renaud, on va marquer une pause, non? Pour rigoler un peu, ça fait du bien de rire. Pourquoi pas. Vous avez envie de rire, vous, ce matin? On rit tous les jours et tant qu'on en a l'occasion, il ne faut pas s'en priver. On ne se lâche pas. Allez, c'est parti pour la séquence humour. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Bon. Monsieur, vraiment, soyez le bienvenu. Il est chez vous ici. Voilà, je pense que pour la première fois, je pense que mes filles ont fait un bon choix. Et donc, vraiment, je suis très heureux que vous soyez là. Et vous êtes chez monsieur Bouzadi. Voilà, c'est chez moi ici. Et je vis ici avec mes deux filles qui, apparemment, bon, donc elles m'ont dit que vous êtes là. Donc, j'accours et puis je suis ému. Voilà, je suis tout simplement ému de votre personnalité d'abord. Parce que vous regardant, je sais que vous êtes une personne à qui je peux me fier. Voilà. Je ne suis pas ces bambins qui rôdent autour d'elle. Et donc, mais où est-ce qu'elles sont? Mais vraiment, ces filles-là. Et Mati, Clara, mais venez. Papa. Voilà, asseyez-vous. 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 Voilà. Un bel homme comme ça vient nous rendre visite pour demander votre main. Et puis vous êtes là à traîner. C'est pas bon signe. Voilà. Et donc Désolé, monsieur, mais je suis là pour les impôts. Et je compte bien entendu. Je suis venu pour les impôts. Papa, le père. Papa, réveille-toi. Coupé. Au revoir. Allez, merci. On continue de rire sur le plateau. Vient de nous rejoindre Dr Jomon Jean-Philippe et c'est un bonheur de le recevoir. Il est le président du réseau ivoirien des professionnels du service social. Docteur, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Docteur en quoi? Docteur en sciences de l'éducation, parcours social. Super. Alors, aujourd'hui avec vous, on parle justement des assistants sociaux. Qu'est-ce qu'un assistant social et comment le devient-on? Merci madame. Je dirais comme ça que l'assistant social, c'est un des professionnels du service social. C'est un technicien de l'aide qui est capable de se mettre à la disposition de la population, un individu, un groupe d'individus, une communauté, pour l'aider à résoudre ces différents problèmes.
Et puis, c'est quelqu'un, évidemment, le professionnel qui exerce dans tous les milieux d'activité. Alors, le professionnel du service social, il œuvre pour le bien-être de la population. Voilà, ce n'est pas parce qu'il aide ou du moins il rend des services que tout le monde peut penser qu'on peut faire du service social. C'est un métier, c'est une profession. Voilà. Mais à quel moment on doit le consulter alors? Et on le consulte lorsqu'on est confronté à une difficulté, à un problème. Voilà, dans les quartiers, dans les communes, il y a des centres sociaux, on peut se référer à eux. Quelle sorte de difficulté? Tout problème, tout genre. Peu importe. Peu importe le problème. On veut me chasser de la maison, je n'ai pas les moyens de payer la maison, je contacte un assistant social? Oui, vous contactez un assistant social qui va vous donner les dispositions, qui va vous mettre en votre disposition, je dirais, les mesures qu'il faut. Voilà, il peut vous référer à une autre personne, à des structures qui peuvent vous aider. D'accord. Il est donc juste à notre disposition pour nous aider à pallier à toutes les difficultés Tout à fait. qui pourraient justement se présenter devant nous. Alors, comment est perçue l'assistance sociale en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est la même chose ailleurs, par exemple? Dommage, en Côte d'Ivoire, l'assistance sociale n'est pas perçue de la même manière qu'en Europe. Mais ça peut se comprendre parce qu'en Europe, c'est dû à toute une bataille qui a été menée depuis les 2 guerres mondiales jusqu'à aujourd'hui, où en France précisément, où le service social a tiré ses lettres de noblesse, contrairement à la Côte d'Ivoire où on est encore, voilà, on piétine un peu encore pour faire connaître le service social. Et je pense que c'est dans ce sens que nous avons créé le réseau ivoirien des professionnels du service social. Alors, on est dans le mois de mars, mois dédié à la femme, et on remarque que dans votre profession, il y a beaucoup plus de femmes. Comment on peut l'expliquer? Oui, à l'origine, c'est un métier que les femmes embrassaient. Les hommes se disaient que c'était... enfin, ils ne s'intéressaient pas au métier. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui s'intéressent à ce métier. On voit beaucoup d'hommes dans ce métier. Quels sont les cas pour lesquels vous êtes régulièrement consulté? Les cas, plusieurs cas. Plusieurs cas, vous allez voir des gens qui vont vous solliciter, peut-être qu'ils sont dans une situation de précarité, ils rencontrent l'assistance sociale pour lui venir en aide. Voilà, il y a des gens aussi qui sollicitent l'assistance sociale dans le cas des VBG, des violences basées sur le genre, le cas de maltraitance. Voilà, donc c'est tout un pléthore de cas qui se présentent à l'assistance sociale. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes régulièrement confrontés? Nous également, nous sommes confrontés à d'énormes difficultés parce que je dirais, sur l'échiquier administratif, on est mal perçu, ça fait un. C'est-à-dire qu'on ne communique pas souvent, régulièrement sur l'assistance sociale. Et puis les moyens dont nous nous disposons pour mener à bien notre travail. Voilà, parce que nous faisons des enquêtes sociales. L'enquête sociale, ça demande à ce que nous nous déplaçons pour aller vers les populations, pour aller vers les domiciles, parce que nous faisons des visites à domicile pour recueillir des informations auprès des populations. Malheureusement, on n'a pas les moyens pour le faire, donc nous sommes confrontés à ces difficultés-là. Vous n'êtes pas fonctionnaire? Si, mais le salaire... Oui, mais le salaire du fonctionnaire, ce n'est pas pour qu'il aille mener ses activités, bien évidemment. Voilà, donc si nous travaillons pour une organisation, bien évidemment, c'est l'organisation qui doit mettre les moyens à notre disposition pour que nous puissions être efficaces sur le terrain. Est-ce que ce métier-là peut se faire de façon libérale en Côte d'Ivoire? Oui, ce métier peut se faire de façon libérale. Actuellement, il y a des cabinets d'expertise sociale qui sont nés. J'ai eu même le privilège de visiter un des cabinets et avec qui je suis permanemment en contact. Alors, vous êtes le président d'un réseau qui regroupe justement les assistants sociaux. Depuis quand votre association existe et quelles sont vos missions? Je dirais, officiellement, le réseau ivoirien des professionnels du service social a vu le jour le 1er février 2022, dont nous avons fêté 1 an d'anniversaire, le 1er février 2023. Nos missions principales sont la promotion du service social et la promotion du professionnel du service social. Parce que quand nous parlons de professionnels du service social, depuis 2017, nous avons un profil de carrière. Voilà, il y a les assistants sociaux adjoints, les assistants sociaux, après on devient attaché social, après attaché social, on devient administrateur social et puis administrateur principal, ainsi de suite. Et voilà, donc nous avons un profil de carrière aujourd'hui qui est tracé. Bon, ce profil de carrière, il est tracé. Alors, que font les assistants sociaux lorsque l'un des leurs ne respecte pas la déontologie du métier? C'est ce qui est un peu dommage. Nous sommes impuissants lorsque un des nôtres ne respecte pas la déontologie, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez peut-être la France, vous allez voir l'ANAS, l'Association nationale de l'assistance du service social, qui est une organisation forte qui agit
qui intervient dans la politique sociale en France. Et quand vous voyez au Canada, il y a l'ordre des assistants sociaux qui œuvrent aussi dans ce cas-là. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas cet organisme-là pour nous permettre d'œuvrer, pour faire appliquer réellement nos méthodes de travail. Donc si un des nôtres commet un impair, bien évidemment, ne respecte pas la déontologie, nous ne pouvons que constater. Nous ne pouvons que constater. Que pouvez-vous dire pour permettre aux Ivoiriens de s'intéresser à votre corps de métier? Parce que malheureusement, en Afrique, c'est très méconnu. Oui, c'est méconnu parce qu'on ne fait pas assez de publicité, on n'en parle pas assez, même dans nos quartiers. Les gens viennent au service social pour toujours tendre la main. Ce que je pourrais dire à la population, de ne pas hésiter à fréquenter les centres sociaux. Les centres sociaux sont des structures de base du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, ainsi que le ministère de la Femme, Famille, Enfants, alors qu'ils sont dans nos différents quartiers. Donc c'est une opportunité pour la population d'aller vers ces centres sociaux-là pour poser leurs problèmes. Voilà, et les assistants sociaux sont là pour résoudre les différents problèmes. Mais en tout cas, encore une fois, joyeux anniversaire. Ça fait 1 an que votre association est née. Et puis, on vous dit merci d'être passé à la matinale. À 7 h ici, on est obligé de tout arrêter pour s'intéresser au flash de l'information. Et aujourd'hui, c'est avec Régis Kofi qu'on ira à la source de différentes informations. Merci. Suivez tous les mercredis votre émission Notre fonction publique, l'émission qui vous dit tout sur notre fonction publique ivoirienne, à suivre sur RTI 1. Notre fonction publique, moderne et performante, au service de tous. Votre nouvelle émission sur RTI 1. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bien le bonjour à toutes et à tous. L'actualité en 4 pages, a commencé par cette rencontre du vice-président de la République, Temoko Médié Koné, avec une délégation du Fonds monétaire international FMI, au terme d'une mission à Abidjan. Un accord avec le gouvernement ivoirien sur un programme économique a vu le jour. C'est ce que nous apprend Awa Touré. La Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international ont trouvé un accord pour le 3e programme économique et financier, après une mission préparatoire de 2 semaines d'une délégation du FMI. Le chef des missions du Fonds monétaire international, reçu par le vice-président de la République, a salué les autorités ivoiriennes pour l'accueil et la qualité des échanges. Je suis très heureux d'annoncer que nous avons eu des discussions très productives avec tous les services du gouvernement et que nous avons un accord sur un programme économique sera soutenu par l'assistance financière du Fonds monétaire. Nous avons un accord sur tous les aspects de la politique et des mesures de ce programme qui est le programme du gouvernement. Les objectifs principaux de ce programme sont à la fois maintenir la stabilité macroéconomique et de soutenir le développement en ligne avec le plan de développement de la Côte d'Ivoire. Ce programme fait suite à ceux de 2012-2015 et 2016-2020, des programmes qui ont contribué à l'amélioration significative des conditions de vie des populations et aussi à la stabilité du cadre macroéconomique.
Abidjan accueille en juin prochain le forum de l'Alliance internationale anticorruption de la Banque mondiale. Une délégation des institutions du Bretton Woods et le ministre de la promotion de la bonne gouvernance ont eu une séance de travail ce lundi à Abidjan. À ce propos, Dangui Dangui. La Côte d'Ivoire se prépare à être la capitale mondiale de la lutte contre la corruption. Le forum de l'Alliance internationale anticorruption de la Banque mondiale ICHA est prévu se tenir en juin prochain sur les bords de la lagune Ébrié. C'est dans ce cadre qu'une délégation de cette institution financière a eu une séance de travail avec le ministre de la promotion de la bonne gouvernance. Il ressort que le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter ce rendez-vous international n'est pas fortuit. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire parce que nous savons qu'il y a des actions importantes qui sont entreprises au niveau du gouvernement, qu'il y a une volonté. Et puis je peux aussi rajouter qu'il y a quand même la Côte d'Ivoire joue un rôle particulièrement important dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. La tenue du forum de l'Alliance internationale anticorruption de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire est un hommage aux efforts du pays sur le front de la lutte contre la corruption. Ce forum vient appuyer les efforts du président de la République et du Premier ministre, appuyer les efforts de renforcement de l'intégrité, de renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Sur la question de l'efficacité de l'indice de la perception de la corruption IPC de Transparency International pour évaluer la corruption dans les pays, la délégation de la Banque mondiale s'est voulue rassurante. C'est vrai qu'à ce jour, l'indicateur anticorruption de Transparency International est vraiment l'indicateur prévalent, qui a aussi certaines défaillances, mais qui sont en train d'être améliorées. Il y a un véritable effort qui est en train de se réaliser au niveau des Nations Unies pour essayer de remettre à jour certaines des capacités et des mesures que nous utilisons. Selon les autorités, la corruption fait perdre à la Côte d'Ivoire plus de 1300 milliards de francs CFA chaque année, soit 4% du produit intérieur brut, PIB, et l'équivalent de près de 3 fois l'aide publique au développement. Bonjour Tour 2023 a posé ses valises à Adzopé. Les populations se sont réjouies avec les humoristes. Des moments de fou rire, mais également le lieu de faire passer des messages de paix et de cohésion. Pargasso Reconné nous en parle. Nouvelle gare d'Adzopé, ville située au sud de la Côte d'Ivoire, dans la région de Lamé, à environ 105 km d'Abidjan. Lieu choisi par comité d'organisation locale, équipe de production et humoristes de bonjour de la RTI pour égayer autochtones, acquiers, allogènes et allochtones de cette localité. Sur le podium, les humoristes font montre de leur savoir-faire. Comme on dit, attends-moi ici, j'arrive. J'ai dit, faut pas Au nom du directeur général de la RTI, je veux vous dire merci, population d'Adzopé. Mais revenez encore dire merci à son Excellence, le Premier ministre. Vous savez, on aime voir comme ça les populations dans la convivialité. Et c'est ça la marque de Bonjour. Toute l'équipe de Bonjour Tour veut dire merci encore. Bravo population d'Adzopé. La représentante du parrain, le Premier ministre Patrick Achi, satisfaite de la mobilisation exceptionnelle des populations, les a invités à l'union et à la fraternité. Elle n'a pas manqué de féliciter le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, pour l'initiative avant de se réjouir de l'entente et de la solidarité qui règne entre les filles et les fils de Lamé. Accueillant pour la première fois Bonjour Tour, ici à Adzopé, nous avons voulu marquer avec vous l'entrée dans la nouvelle année par la joie. Je peux vous assurer que cette édition dans notre chère ville ne sera pas la dernière. Oui, Adzopé aura tous les ans son bonjour. Et avec vous, nous ferons en sorte que cette belle fête soit encore plus belle année après année. Merci à la direction générale de la RTI et l'équipe de production de Bonjour Tour. Le public n'a pas boudé son plaisir. Il a tenu à exprimer toute sa reconnaissance aux autorités de la région, à leur tête le chef du gouvernement Patrick Achi, président du conseil régional de Lamé. Cette belle fête de l'humour
a pris fin par la prestation des artistes chanteurs du terroir et ceux venus d'Abidjan. Et puis du football, Ligue européenne des champions, Manchester City enfonce les portes des quarts de finale de la compétition. Les Sky Blues ont explosé hier le club allemand de Leipzig, 7-0, dont un quintuplé du géant norvégien Erling Haaland, 8-1 sur le cumulé. Dans le même temps, le FC Porto et l'Inter Milan se neutralisaient sur le score nul et vierge à 0 but partout. Les Italiens sont qualifiés après leur but d'avance à l'aller. Ce soir, le Real de Madrid, en ballottage favorable, très favorable, reçoit les Anglais de Liverpool, 5-2 au match aller. Et le Napoli, lui, sera face à l'Eintracht Francfort, les Allemands qui ont perdu à l'aller. 2-0. Rendez-vous à 20h, temps universel. Merci à vous tous de votre attention. Excellente journée à vous. En fait, Régis, il est super heureux là, parce qu'à chaque fois qu'il voit Bonjour, c'est le sourire. Pourquoi vous appréciez particulièrement Bonjour? Parce que c'est votre meilleure émission. C'est quoi le truc? En fait, c'est ma meilleure émission. Ouais. Lorsque je vois Bonjour sur le conducteur, quand je peux choisir, je choisis Bonjour. Vous choisissez à chaque fois, c'est Bonjour. Parce que j'aime voir le rire sur le visage des gens. Ouais. Et puis... à chaque fois que le reportage passe, il y a forcément quelque chose qui me fait sourire. Qui va vous faire rire. Donc, imaginons donc l'état des populations qui se déplacent, parce que vous n'avez que le reportage, vous n'avez pas l'élément complet. Donc, imaginez ce qu'on réserve donc aux populations à l'intérieur du pays. Et bonne nouvelle pour tous ceux qui adorent rire à Korogo, sous le parrainage du ministre Fidel Sarasoro et la présence effective de M. Lassina Ouattara, dit LAS PR, conseiller technique du président de la République. La RTI organise Bonjour Tour, étape Korogo ce samedi 18 mars à 20h à la place de l'Indépendance avec vos humoristes préférés. Spectacle offert à la population du Poro par M. Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République. Bonjour Korogo, c'est le Poro en fait et nous sommes tous en route pour Korogo. J'espère que vous avez pris les dispositions pour retrouver toute l'équipe de Bonjour qui part déjà d'Abidjan demain matin pour vous offrir le meilleur. Nous avons à nous arrêter sur le parcours de Mame Diarra Diop, qui est journaliste, et c'est un élément qu'on vous invite à voir pour nous inspirer parce que c'est une personne influente. Alors, je m'appelle Mame Diarra Diop, je suis journaliste, j'ai grandi au Sénégal et j'ai étudié en France et maintenant je vis au Mali depuis 2009. Je travaille actuellement à la radio des Nations Unies comme coordinatrice productrice radio. Alors, être influent, ça veut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de gens se disent influenceurs, c'est même devenu un métier. Je pense qu'être influent, c'est inspirer les autres, avoir cette capacité à convaincre les autres de vos idées, de vous écouter et aussi d'être un modèle pour ces gens. Quand on est influent, forcément, on intéresse beaucoup de monde. On a un carnet d'adresses qui est fourni, on devient une personne ressource. Les gens vous font appel parce que vous êtes une personne influente. Vous avez la capacité aussi d'agir sur des décisions. Vous avez la capacité de convaincre quelque chose à faire quelque chose. Vous pouvez faire une levée de fonds, convaincre un milliardaire de débourser 10 millions pour un projet d'adduction d'eau. Ça, c'est être influent. Vous êtes influent quand vous écrivez un livre qui se vend bien et que la moitié de la planète va acheter et lire. C'est ça l'influence. Alors, là où je suis, on va dire, à la moitié du chemin. Je ne suis pas arrivée complètement au bout de la ligne d'arrivée. Moi, je suis journaliste. Ce qui est important pour moi, c'est d'être exigeant avec soi-même. Je pense qu'en tant qu'être humain, j'ai l'habitude de dire aux gens, notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes, ce n'est pas les autres. C'est vrai qu'on dit l'enfer, c'est les autres, mais en réalité, c'est nous. C'est nous qui nous jugeons, c'est nous qui manquons de confiance en nous. Et il faut arriver à dépasser ces choses-là
pour être le meilleur. Quand on veut gagner une compétition, on se donne les moyens de gagner cette compétition. On n'hésite pas. Quand on hésite, quand on tremble, on n'y arrive pas. Il faut se dire, si quelqu'un d'autre l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Il faut être perfectionniste. Ne vous contentez pas de l'à peu près. Il y a beaucoup de gens qui vous disent non, c'est bon comme ça, on n'a qu'à laisser comme ça. Non, méfiez-vous de ces gens-là. Il faut toujours exiger le meilleur de vous et le meilleur des autres, surtout quand vous dirigez une équipe. Modèle mentaux, j'en ai un peu parlé, le mental d'acier. Il faut avoir un mental d'acier face aux échecs parce que toutes les personnes qui réussissent dans cette planète sont tombées plusieurs fois. L'échec, ce sont des paliers en fait vers le succès. Quand on a un échec, on a perdu une bataille, mais on se dit je vais gagner la prochaine. On est des êtres humains, on est faillible, donc quand on ne réussit pas quelque chose, on se relève, on dit qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai mal fait, et on apprend. Si on n'apprend pas de ces échecs, on ne va jamais avancer. Donc ça, c'est avoir un mental d'acier, être résilient, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses qu'on arrive à contrôler et d'autres qu'on ne contrôle pas. Ça appartient de l'ordre du divin, de l'ordre de l'immatériel. Il faut avoir la capacité de contrôler ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler, on laisse. Et puis on avance. Sinon, après, c'est... Et ça, je pense que c'est une forme de sagesse, de se dire je ne peux pas tout contrôler, mais je peux agir sur certaines choses. Et l'autre chose, c'est toujours écouter les autres. Je pense qu'il faut avoir cette humilité face à la vie. Dans la vie, on apprend toujours des autres. Donc, il faut être ouvert aux autres, écouter, regarder ce qui se passe autour de soi. Alors, cette question, je l'attendais un peu. Moment sombre. Comme tous les êtres humains, on a des moments sombres, des jours avec et des jours sans. Dans les jours où on n'est pas bien, parfois il faut le laisser couler. On a le droit par exemple de pleurer, on a le droit de se sentir mal, on a le droit d'avoir envie de passer la journée au lit, mais il faut toujours se relever au bout de cette journée et avancer. Parce qu'on dit que chaque jour est une vie, chaque jour est une chance. Donc moi j'écris beaucoup, je viens de publier un roman qui s'appelle Retour à Ceuta et Melilla sur la migration. C'est une histoire d'aventuriers qui quittent le Sénégal et qui veulent aller au Maroc. Et je m'identifie un peu à ces personnages parce que quelque part, ils veulent quitter leurs conditions misérables pour avoir un meilleur avenir ailleurs. C'est aussi une manière de réagir face aux heures sombres. Les migrants, c'est des gens qui veulent avoir autre chose ailleurs. Si on les empêche d'y aller, ils vont y aller quand même parce qu'ils se disent « je ne veux pas rester dans ma misère, je veux trouver mieux ». Et c'est ce que je raconte dans le livre et moi, ça me donne de la force aussi. Je me dis, il y a des gens qui se lèvent, qui bravent des dangers, qui vont en pleine mer ou bien qui vont devant des grilles juste parce qu'ils rêvent. Et il faut rêver. Si on ne rêve pas dans la vie, ce n'est pas la peine. Et pour atteindre ses rêves, on est prêt à tout. Merci à la grande journaliste Mame Diarra de s'être prêtée à ce jeu, de répondre à nos différentes questions afin de pouvoir partager avec nous son parcours si inspirant. Docteur Laura Michel, qui est psychologue et tout aussi inspirante avec les sujets qu'elle a à nous proposer, amis téléspectateurs, et vient justement de nous rejoindre pour parler de l'éducation féminisante de la fillette. C'est un peu compliqué, elle va tout nous dire dans un instant. Bonjour docteur. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous. C'est moi. On parle de ce sujet si intéressant juste après ceci. Docteur Laura, l'éducation féminisante de la fillette. Bon, fillette est déjà féminine, et puis on dit encore féminisante. Comment vous entendez ce sujet-là? Comment pouvez-vous le définir? Eh bien, aujourd'hui, Naomi, nous allons parler de l'assignation de rôle à la fillette dans la société. Donc, quand on dit féminisante, ça veut dire qu'on va la cloîtrer dans un espace, dans un rôle, à cause du fait qu'elle est une fille. Donc, l'éducation féminisante, par exemple, c'est tout ce qu'on va dire. Ça, là, les filles ne font pas. Ça, c'est pour les garçons. Ça, les filles ne font pas. Comme tu es une fille, fais ceci. Donc, c'est de cette question-là, de cette vision de l'éducation de la fillette que nous allons parler aujourd'hui sous tous ces aspects. Dans ce cas, comment on devrait éduquer une fille? On devrait éduquer une fille comme un humain. Comme un humain, parce que tous les humains ont les mêmes potentiels. Donc, quand on dit, par exemple, à la jeune fille, tu ne dois pas faire ce jeu, courir, grimper aux arbres, parce que c'est dangereux. Mais si elle tombe, elle se blesse, autant que le garçon. Donc,
il y a des gens qui ont du potentiel sportif et qu'on va éteindre dès le bas âge parce qu'on va dire ça c'est dangereux pour la fille. Les filles ne jouent pas au ballon par exemple. Les filles ne jouent pas au ballon. Alors qu'on a des équipes féminines de football. Les filles ne font pas la course. Les filles ne font pas ci, les filles la ne course. font pas ça. La course à pied, par exemple. Muriel Aouré. Nous avons Talou, Marie-Josée Muriel Aouré, qui ont prouvé le contraire. Donc, il y a beaucoup de talents qui sont tués dans l'œuf à cause du fait qu'on attribue des rôles à la fillette. On va dire, par exemple, vous allez voir, en Occident, la petite fille, elle apprend à être femme à travers les dinettes. Mais en Afrique, la petite fille, elle va le faire en situation réelle. Vous voyez une fillette de 5 ans qui va porter un bébé de 1 an au dos, alors qu'elle-même, elle est encore un enfant. C'est vrai. Elle va aller, son rôle, ce sera de mettre le feu, d'allumer le feu le matin, mettre l'eau à chauffer pour que, quand les autres vont se réveiller, ils puissent avoir de l'eau chaude pour le bain. Le garçon ne fait jamais ça. Donc, si un garçon vient faire ça, on va dire non, ça c'est le rôle de la fillette. On va lui interdire. Même s'il a envie d'aider, s'il a envie de participer, on va lui dire non, ce n'est pas ton rôle. Les garçons ne vont pas à la cuisine, par exemple. Donc, les garçons ne font pas la lessive. Oui, donc les garçons ne touchent pas à tout ce qui est domestique comme tâche. Et après, ils sont malheureux quand ils sont étudiants et qu'ils se retrouvent en cité. Ça fait pitié. Oui, mais ils ne savent même pas cuire un œuf, ils ne savent pas ranger leur chambre, parce que là, ils ne sont pas encore mariés, il n'y a pas de femme. Oui. Donc finalement, on a vu des jeunes gens qui se sont mis en couple, avoir une copine juste pour faire le ménage. C'est méchant. Exactement. Donc en fait, ils n'avaient pas besoin de copine, ils avaient besoin d'aide ménagère. Merci. Et il y a beaucoup de couples qui se sont formés sur ce motif-là. Les gens, ils vont aller vers une femme à cause de ces compétences féminisantes-là qu'elle a eues depuis le bas âge. Elle a appris à faire la cuisine, à faire le ménage, à ranger la maison. Donc, il y a des gens qui se retrouvent veufs ou séparés et qui se disent « je cherche quelqu'un pour s'occuper de mes enfants ». Donc, ce n'est pas un motif pour former un couple. On ne parle pas d'amour. Non. Là, on parle de vide à combler, de service à produire. Voilà, de service. Donc, dans la même veine, la petite fille, on ne va pas la mettre à l'école parce qu'on va dire ça ne sert à rien, elle trouvera bien un mari pour l'accueillir. Donc, une petite fille qui est très intelligente, qui, par exemple, a un potentiel d'architecture, elle a une compréhension des mathématiques, des sciences, on va dire non, va laver les assiettes, reste à la maison, c'est de l'argent perdu que de te mettre à l'école. Et vous voyez à côté de quoi on passe, on tue beaucoup de potentiel en genrant l'éducation des enfants. Mais est-ce que ce n'est pas parce que nos parents ont peur de perdre la femme soumise qui devrait être une aide pour son époux que les parents le font en fait? Parce qu'ils ont bien envie de marquer dès le départ que c'est l'homme qui est le chef et que la femme doit rester soumise. Est-ce que ce n'est pas cette crainte-là qui fait que on féminise l'éducation de la fillette? Tout à fait, Naomi. Il y a la pensée selon laquelle la femme doit être dans un cadre. Donc, on va lui assigner, il y a un moment où on disait tout le temps la place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Mais si je sais manipuler un ordinateur, si je sais conduire un bolide, si je sais faire des calculs, si je sais faire de la gestion, je peux aussi bien le faire et à côté de ça, faire à manger si j'aime bien, tout comme le garçon aussi peut le faire. Donc, il faudrait briser ces barrières-là pour que les filles puissent prendre conscience de leur potentiel. Il y a tellement de femmes qui, petites filles, ont entendu des choses qu'à l'âge adulte, elles manquent de confiance en elles. Quand on leur fait confiance, on leur propose quelque chose, elles se disent « est-ce que ça là, je peux le faire ?» alors qu'elles ont le potentiel pour le faire. Mais tout simplement, depuis leur naissance, on leur a dit « ça, ce n'est pas pour toi ». Et elles ont fini par se convaincre que ça, ce n'est pas pour elles, alors qu'elles ont tout à fait la capacité de le faire. Éduquer les filles sans genrer ou dégenrer ce qui est trop marqué, ça permettrait aux femmes de prendre plus conscience de leur rôle et de leur sphère d'action parce qu'on les a trop limitées. On les a tellement limitées qu'elles n'osent pas. Et quand une femme a l'audace de faire quelque chose, on la trouve trop envahissante, on la trouve insoumise, surtout lorsqu'elle a l'audace de donner son point de vue. Donc avant, on disait « sois belle et tais-toi ». Même maintenant, on veut ramener la femme à ce statut de « sois belle et tais-toi », alors que si elle a été à l'école,
elle a acquis des outils d'analyse, ce serait bien qu'elle les utilise pour le bien de sa famille et aussi pour le bien de la communauté à laquelle elle appartient. On a souvent entendu en réunion, tais-toi, tu es une femme. Tu n'as pas droit à la parole. Voilà, parce que tu es une femme, ce n'est pas juste. On devrait écouter aussi les femmes et les encourager à prendre la parole. Plus elles seront encouragées, plus elles vont construire des raisonnements pour pouvoir les partager. Mais quand on n'utilise pas une faculté, on voit qu'elle va se flétrir. Et c'est ce qui se passe malheureusement chez bon nombre de femmes. Mais il y a aussi cette catégorie de femmes qui poussent certaines personnes à rester campées sur cette position. Elles travaillent, elles ont la parole pour prendre des décisions. Malheureusement, à un moment donné, elles écrasent l'homme. Oui, mais ça, c'est qu'elles n'ont pas bien compris les choses parce que c'est vrai qu'il ne faut pas confondre toutes les sphères dans lesquelles on évolue. Si tu es chef au travail, ta maison, ce n'est pas ton travail. Il y a un relationnel particulier entre les collaborateurs et même les bons chefs, ça existe. Un bon chef, ce n'est pas celui qui écrase ses collaborateurs. Donc, vous allez voir qu'à l'inverse de ces personnes extrêmement, on va dire, autoritaires, il y a des chefs qui sont très humains et qui sont très appréciés. La différence, c'est quoi? C'est que leurs collaborateurs vont être plus empressés de travailler avec ces personnes qui sont agréables, affables. Donc, on obtient toujours plus de résultats quand on est humain, quand on est bienveillant, plutôt que quand on cherche à écraser les gens. Mais après ça, pourquoi une personne ou un chef va écraser ses collaborateurs? Ça vient sûrement de loin et ça aussi, ça a son explication. Effectivement. Ouais. Alors, donc, finalement, pour éduquer la jeune fille, il faut simplement lui faire comprendre qu'elle est capable de tout faire. Oui, déjà l'observer et puis de voir qu'est-ce qu'elle peut faire et l'encourager. Donc, si une jeune fille, un bébé commence à marcher, qu'on voit que l'enfant a un intérêt pour les objets qui font du bruit, pour les radios, pour les voiturettes qui bougent, ben on va lui acheter des cadeaux dans ce sens-là. Mais lorsqu'un petit garçon s'intéresse à la poupée de sa sœur, on lui dit non, ça, ce n'est pas un jouet pour les garçons, ça va te rendre féminin. Non, c'est la morphologie d'une personne de sexe féminin que la poupée représente. Donc, pourquoi ne pas laisser le garçon s'intéresser à cette poupée-là? Si ça se trouve, il pourrait être un peu plus attentionné vis-à-vis des filles quand il va s'amuser avec la poupée, parce que quand les enfants jouent avec les poupées, ils font des jeux de rôle. Oui. Ils font des jeux de rôle. Il faut observer les enfants qui jouent avec des poupées. Ils font des jeux de rôle. Donc, souvent, on voit les enfants qui vont taper leur poupée parce que les adultes leur donnent la fessée. Les enfants qui vont nourrir leur poupée parce qu'ils ont vu des scènes similaires. Donc, le garçon aussi, il voit des scènes avec des filles. Donc, pourquoi ne pas le laisser exploiter sa sensibilité en le laissant jouer avec des poupées? Donc, ce n'est pas juste d'empêcher les garçons de jouer avec les poupées. Cela nous ramène justement à notre éducation, à nos valeurs, à notre culture ivoirienne, africaine. C'est vrai qu'ailleurs, ça se fait autrement, mais on a peur pour la majorité des parents que l'enfant, après, devient homosexuel, qu'un homme... J'ai mon réalisateur qui est dans tous ces états parce que vous avez parlé de laisser un garçon jouer avec une poupée. Lui, il se dit, mais jamais, parce qu'il ne faudrait pas que l'enfant devienne comme une femme après. Ce n'est pas ça qui va rendre l'enfant homosexuel. Vous savez, on a plusieurs types de sexe. On a le sexe biologique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme organe de reproduction. On a le sexe social, quelle est la place que la société me donne. Et on a le sexe cognitif, comment je comprends mon environnement en fonction de mon sexe. Pour l'homosexualité... Allons doucement, docteur, revenons. On a le sexe... Le sexe biologique. Oui, le sexe avec lequel nous sommes nés. Voilà, le sexe social. Là où on nous confine. La société dit, toi, voici ta place. Et le sexe cognitif. Donc, comment je comprends mon environnement, comment j'interprète les choses à cause de mon sexe. Et l'homosexualité a une part génétique. Donc, si je n'ai pas ça dans mes gènes, j'ai beau jouer avec toutes les poupées du monde, ça ne va pas se produire. Donc, c'est l'ignorance qui fait que les gens ont des a priori. Donc, jouer avec une poupée, ça ne peut pas rendre quelqu'un homosexuel. Et pour rassurer tous ceux qui pensent comme le réalisateur Jacques Brou, alors, le garçon jouant avec la poupée peut devenir un excellent gynécologue? Un bon docteur, pourquoi pas? Ah, ben bon, voilà. Déjà, un bon compagnon, un bon ami, parce que déjà... Parce que les enfants jouent au docteur, hein?
Oui, ils jouent au docteur, mais ils ne vont pas aller jouer sur les parties intimes. Là, il faudrait déjà attirer l'attention parce que quand l'enfant joue au docteur... Quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Quand l'enfant joue au docteur, il va écouter la poitrine, le battement du cœur, regarder les yeux, tout ce que le pédiatre lui fait. C'est ce qu'il va faire à l'enfant. Donc, un enfant qui va aller jouer au gynécologue, ça veut dire qu'il a vu ça quelque part ou il a une curiosité. Donc, il faut juste encadrer son éducation sexuelle parce que ça existe et lui faire comprendre qu'il y a des différentes façons, il y a des différentes formes de sexe entre les jambes des filles et des garçons. Et déjà, on va lui apprendre ces différences-là. Et tout cela revient à la présence aussi des parents. Bien Parce sûr. qu'après, les enfants sont sur les réseaux sociaux, avec le téléphone, à la télévision, pas sur les chaînes du groupe RTI. Nous, on ne fait pas ça. Donc, chez nous, vous pouvez regarder 24 heures sur 24. Mais je parle des autres, là. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Donc, ça, finalement, l'enfant s'éduque seul. Il fait ce qu'il a envie de faire. Aujourd'hui, sur les écrans, on vous met les âges capables de regarder certains programmes. Mais on va dire moins de 16 ans, vous voyez un enfant de 8 ans qui regarde. Oui. Donc après, quand il veut jouer, il ne fait que copier ce que justement il a pu observer. Et c'est pour cela qu'il est toujours bon d'interpeller les parents. Parce que pour pouvoir savoir que l'enfant joue à la poupée comme il ne devrait pas, il faut être là. Hein. Et l'observer aussi. Il faut l'observer. Il y a des parents qui donnent des jouets aux enfants pour s'en débarrasser. Très peu de parents jouent avec les enfants. Et quand l'enfant dit « viens jouer avec moi », les parents refusent. Le parent décodène le truc là, le téléphone. Tiens, oui, voilà. Je ne vois plus l'enfant, finalement il devient addict. Voilà, donc il faut que les parents apprennent aussi à jouer avec leurs enfants et à demander à leurs enfants qu'est-ce qui leur plaît et à accompagner l'enfant dans ce qui leur plaît. Parce que tout ce qu'on arrose grandit. Donc si l'enfant a des talents artistiques, qu'on lui dit non, va à l'école, arrête de dessiner, tu aimes trop dessiner, ben, ce ne sera pas arrosé et ça ne va pas grandir. Donc il y a beaucoup de talents qui se perdent parce que les parents ont une idée, une vision pour leurs enfants et ils veulent cantonner l'enfant à cette vision-là. Malheureusement, parfois l'enfant aussi a son potentiel qui n'est pas reconnu ou qui n'est pas accepté par les parents. Donc il faudrait que les parents tiennent compte du potentiel. Si la fille veut être aviateur ou aviatrice, elle le peut. Elle peut parce qu'elle a le potentiel. Il y a beaucoup de choses qui se font avec le cerveau et que les gens pensent que ça se fait avec le sexe. Je vous raconte une anecdote. Quand j'étais étudiante, rapidement. Un garçon me dit, toi, comme tu es fille, va demander au professeur si on peut ajourner l'examen. Je lui ai dit, ça se demande avec la bouche ou avec le sexe. Merci. Voilà, donc il y a trop de préjugés sur le genre. Il faudrait dégenrer l'éducation des fillettes. C'est tellement bien dit pour terminer cette rubrique, mais on ne saurait se séparer sans la citation matinale du jour. Le droit de l'enfant, c'est d'être un homme. Ce qui fait l'homme, c'est la lumière. Ce qui fait la lumière, c'est l'instruction. Et pour instruire, chers parents, il faut être présent. C'est ici qu'on vous dit merci de nous avoir suivis. On va se retrouver en pleine santé par la grâce de Dieu demain à partir de 6h25, toujours sur RTI 1. Bonne journée à vous.